Dans la campagne lyonnaise, un automobiliste n'en finit pas de râler, de pester, de jurer. Ouh, ça sent le panneau de merde là, oui. Oui, c'en est un, ça va tout neuf. Il est là. Stéphane Gemani est conseiller régional. Ces panneaux le mettent hors de lui. Il y en a partout. Et ce qu'ils affichent est très intéressant. La région Auvergne-Rhône-Alpes aide ses communes. Il y a 3 ans, Rhône-Alpes a fusionné avec Auvergne. Dès qu'une commune reçoit 12 500 € de subvention, la nouvelle région impose de mettre ce panneau. Regardez, là on arrive, et qu'est-ce qu'on trouve? Un panneau, un de plus. Voilà, entrée, sortie de village, regardez. Juste là, un panneau. Ben, vous allez voir, dans peu de temps, on va tomber sur un panneau. Ah bah tiens. Voilà, regardez. Hop. Pour Stéphane Gemani, ce serait de l'argent public jeté par les fenêtres. Un gaspillage. Aucune loi ne rend cette signalétique obligatoire. Ben, vous voyez, c'est les fameux panneaux qui nous coûtent une blinde, 1,2 million. Ça sert à rien. Et c'est un budget qui serait utilisé bien mieux dans la formation, dans la culture, dans le sport, voilà. Non, là, on le plante juste pour dire que, voilà, on existe, on est bien la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme si les gens ne le savaient pas. 1 200 000 €. Une dépense injustifiée selon cet opposant. Un outil de communication utile selon la région. Pourtant, la fusion des régions devait générer des économies. C'était la grande promesse de cette réforme votée sous François Hollande. Des super régions plus grandes, plus puissantes, capables de couper dans les dépenses. Le secrétaire d'État en charge de la réforme, André Valigny, promettait un objectif impressionnant à moyen terme. Avec des régions moins nombreuses et plus grandes, il y aura des économies d'échelle. Avec des intercommunalités moins nombreuses et plus grandes, il y aura aussi des économies d'échelle. On peut arriver à une dizaine de milliards d'euros d'économies. Hein ? À une dizaine de milliards d'euros d'économies. Des milliards d'euros d'économies. Rien que ça. Pour y parvenir, le gouvernement a diminué le nombre de régions, de 22 à 13. Grand Est, Hauts-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Occitanie, Bourgogne-Franche-Comté et Auvergne-Rhône-Alpes. L'idée paraît séduisante, faire plus gros, donc moins cher. Mais sur le terrain, le projet d'André Valigny ne se réaliserait pas vraiment. 3 ans après la réforme, la plupart de ces nouvelles régions ne feraient pas d'économies. Pire, elles dépenseraient plus qu'avant et feraient même parfois d'importants gaspillages. Une région plus grande, c'est d'abord des dépenses de déplacement et de bâtiments. C'est le cas en Occitanie. Direction Toulouse. Il est 6 h du matin. Le début d'une longue journée pour Elisabeth Pouchelon, conseillère régionale d'hiver droite dans l'opposition. Là, vous allez où? Je vais à Montpellier, à l'Assemblée plénière du Conseil régional. Il est un peu tôt, là. Et oui, mais il y a plus de 2 heures de route. L'Assemblée plénière, c'est le moment phare où tous les élus se réunissent pour voter les grandes décisions. Depuis la fusion de Midi-Pyrénées et de Languedoc-Roussillon, cette réunion ne se tient pas à Toulouse, la capitale, mais à Montpellier, à l'autre bout de la région. 500 km aller-retour. Là, vous passez votre vie dans votre voiture en Normandie. Donc l'Occitanie existe. Oui, bon, on y passe quand même pas mal de temps, surtout les jours de réunion. Vous voyez, aujourd'hui, on va partir pour une journée entière qui va se finir tard. Bon, on va faire donc presque 5 heures de route. Il n'est pas très écolo. Alors ça, n'en parle pas. Je pense qu'on va faire avant la fin du mandat le bilan carbone de la fusion des régions. Parce que je pense qu'il est particulièrement catastrophique. Catastrophique pour l'environnement, mais pas seulement. Donc c'est le contribuable qui paye. Bien sûr, oui, c'est sur les fonds destinés au fonctionnement des élus. Chaque kilomètre parcouru lui est remboursé par la région ainsi que les péages. Occitanie dépense près de 3 000 € par an pour les déplacements d'Elisabeth Pouchelon. Avant, elle n'avait aucun frais. Elle siégeait à Toulouse, la ville où elle habite. Depuis la fusion, les frais de déplacement des 158 élus d'Occitanie ont bondi.
ils atteignent 646 000 € par an, soit 40% d'augmentation. Une région fusionnée, c'est donc plus de kilomètres et plus de dépenses. Mais ce n'est pas tout. À 250 mètres, restez à gauche. Nous arrivons à Montpellier. Surprise, l'élu ne se rend pas à l'hôtel de région, ce temple de verre de 10 000 m², un monument bien connu des Montpelliérains. Non, elle s'arrête en périphérie de la ville, dans une zone industrielle. Ah, donc vous n'allez pas à l'hôtel de région? Ah non, non, là c'est le parc d'exposition. Curieusement, pour réunir les 158 élus, la région loue un hall. C'est bon? Oui. Je vais chercher ma place parce que c'est une nouvelle organisation, donc je ne sais pas où je suis. Donc, merci de bien vouloir prendre place. La séance est donc ouverte de l'Assemblée plénière du 20 décembre. Des élus réunis dans un hangar. Drôle d'image. Tout a été monté la veille et sera démonté le soir même. À chaque assemblée plénière, 4 fois par an, il faut réinstaller cet hémicycle éphémère. Et évidemment, cela a un coût. Elisabeth Pouchelon s'est procuré une facture. Elle date de juin 2017. Ce serait la plus salée de ces 3 dernières années. La facture, c'est la mise en place de toute l'organisation ici, hein, c'est-à-dire les aménagements, le sol, les moquettes, les nappes, la vidéo, la sono, mais le total, voilà, vous l'avez là, 137 170,80 €. Voilà, c'est la facture de la société qui assure l'aménagement du parc des expositions. Et cette somme, c'est le contribuable qui paye? Forcément, parce que c'est sur les frais de fonctionnement de la région, et la région est alimentée par les impôts. Hein. Ça représente un gaspillage de l'argent public. C'est l'exemple qui montre qu'en fait, la fusion n'a absolument pas aujourd'hui mutualisé les coûts, et au contraire, on les a multipliés. Aujourd'hui, la région affirme qu'elle dépense en moyenne 100 000 € par assemblée. Mais cette dépense ne serait-elle pas superflue? Occitanie ne manque pas de bâtiments. Elle a les 2 anciens sièges avec chacun son hémicycle, un à Toulouse, un à Montpellier. Bon, celui de Montpellier ne peut pas être agrandi. En revanche, celui de Toulouse serait aménageable, selon l'opposition. Alors pourquoi la présidente socialiste de la région, Carole Delga, préfère-t-elle organiser les assemblées ici, avec une facture aussi importante? Nous profitons de la pause pour la questionner. J'ai une première question. Pourquoi est-ce que vous allez organiser l'assemblée plénière ici, au parc des expositions? Parce que les 2 hémicycles sont trop petits. Nous avons donc 158 élus régionaux, et nous avons des hémicycles qui peuvent accueillir chacun moins de 100 élus régionaux. Et ça aurait pas été plus simple de réaménager l'hémicycle de Toulouse? Alors oui, alors franchement, ouais. Alors franchement, vous voyez, ça m'amuse de voir que certains veulent réaménager l'hémicycle de Toulouse pour quelques centaines de milliers d'euros. Alors il y a un mythe, il y a certains Toulousains, certaines Toulousaines, en particulier de l'opposition, qui sont dans une polémique stérile, qui veulent faire croire qu'avec 3 coups de peinture, avec 2-3 chaises de plus, on aménagerait l'hémicycle. Tout ça, c'est de la fumisterie. L'hémicycle, si on veut accueillir les 158 élus régionaux dans les mêmes conditions, il faut détruire des bâtiments qu'il y a à côté pour pouvoir agrandir, et à ce moment-là, ça se chiffre en plusieurs millions d'euros. Après, affaire classée pour Carole Delga. Voilà, moi mon parti c'est l'Occitanie. Mais pas pour nous. Nous faisons une demande toute simple au service de presse. Filmer ce fameux hémicycle toulousain. Le sujet paraît sensible. Les hémicycles sont fermés. D'accord. Juste pour faire des plans, c'est pas possible de Le réaménagement de l'hémicycle coûterait-il vraiment des millions d'euros, comme l'affirme la présidente? Pour en avoir le cœur net, nous allons à Toulouse quelques semaines plus tard. Le mieux placé pour nous répondre ne serait-il pas Jean-Pierre Estrampe? Monsieur Estrampe, bonjour. L'architecte qui a construit l'hôtel de région il y a 30 ans. Sans autorisation de filmer, nous pénétrons dans les locaux. Grâce à Elisabeth Pouchelon, l'élu d'opposition. Quelques minutes avant notre arrivée, elle a vérifié. Les portes de l'hémicycle étaient bien ouvertes. Je crains que tout soit fermé. C'est fermé, alors peut-être vous pouvez... Tout semble avoir été verrouillé au dernier moment. Non, monsieur, si on avait pu rentrer dans l'hémicycle. Pour quelle raison, monsieur? On m'a demandé de la verrouiller, madame. On vous a demandé de la verrouiller? Oui.
Un élu ne peut pas rentrer dans l'hémicycle. C'est exceptionnel de le fermer comme ça? Bah, je sais pas, moi, on m'envoie, moi je suis peut-être discipliné, vous savez, on me dit il faut verrouiller, je verrouille. Mais après, Très bien. Notre tournage serait-il remonté aux oreilles du service de presse? Coup de chance, à travers une baie vitrée, nous apercevons l'hémicycle. L'architecte est catégorique, on peut réaménager la salle pour pas cher. Il nous fait une estimation au doigt mouillé. Il n'y a pas matière à faire des grands travaux, c'est une question de fauteuils et de déplacement de bureaux. Bon, voilà. C'est par exemple, vous avez des fauteuils larges avec des accoudoirs, bah, il suffirait d'avoir des fauteuils un peu plus étroits et pour entrer un tiers de plus de personnes. Il y a des modifications de pupitres à faire. Il n'y a rien à agrandir. À mon sens, c'est une question de mobilier. Combien ça coûterait pour accueillir plus d'élus? Disons, je sais pas, 100 000 €, voilà, c'est tout. 100 000 €, soit le prix de l'organisation d'une seule assemblée plénière au Parc des Expositions. 100 000 € ou peut-être même pas un centime. Nous avons découvert des archives étonnantes de la région. Avant de siéger au Parc des Expositions de Montpellier, les 158 élus se sont réunis 2 fois en assemblée plénière dans l'hémicycle de Toulouse. Pour rentrer, ils ont utilisé les tribunes réservées aux collaborateurs et au public. Pas idéal, mais tellement plus économique pour le contribuable. Nous rappelons la présidente de la région, Carole Delga. Elle confirme que tout le monde rentrait, mais selon elle, les conditions de travail n'étaient pas optimales. Il n'y avait pas d'étable pour les 158 élus. Et vous aviez 65 personnes qui sont sur des sièges, donc vous n'avez pas d'endroit pour poser vos rapports, votre ordinateur, vous ne pouvez pas écrire, vous ne pouvez pas prendre la parole, il faut que vous leviez, que vous descendiez plusieurs rangs pour pouvoir accéder au micro. Voilà. Et si ce n'était pas une question d'argent, mais plutôt une affaire politique? Reprenons notre carte. Quand Midi-Pyrénées et Languedoc-Roussillon fusionnent, Toulouse est choisie comme capitale, au détriment de Montpellier. Des élections ont lieu pour choisir le président de la nouvelle région. Carole Delga est désignée candidate par le Parti socialiste. Elle a fait toute sa carrière d'élue en Midi-Pyrénées. Elle doit convaincre ses électeurs et ceux d'à côté, les Languedociens. Mais les élus socialistes du Languedoc ne l'accueillent pas à bras ouverts. Rappelez-vous, leur ville Montpellier a perdu son statut de capitale. Pour les consoler, Carole Delga aurait fait une promesse. C'est ce qu'affirme ce journaliste d'investigation, Benjamin Théoul. Il connaît tous les secrets de la politique occitane. Clairement, elle devait rassurer les élus du Languedoc. C'est surtout aussi un deal avec les barons socialistes locaux de l'ex-Languedoc-Roussillon, car Carole Delga est originaire de Midi-Pyrénées, de Marthe-Tolosane. Elle n'a pas encore tous les réseaux socialistes du Languedoc-Roussillon. Elle en a besoin, la campagne va être difficile, la gauche souffre. Elle ne peut pas se permettre de s'écarter de ces barons locaux qui restent influents. Dans ce contexte, elle a décidé de maintenir les assemblées plénières à Montpellier en dépit presque de tout bon sens. C'était le prix à payer pour être élu. C'était le prix à payer pour rassembler la gauche et s'assurer les chances d'une victoire qu'elle a finalement remportée. La fusion, ce n'est pas qu'une guerre de capital et de bâtiments. Les présidents de région ont dû gérer un autre dossier épineux. L'augmentation de la rémunération des conseillers régionaux. Nous reprenons la route, direction la Nouvelle-Aquitaine. Cette région est née de la fusion entre Limousin, Poitou-Charentes et Aquitaine. C'est la plus grande région de France. Sa capitale, Bordeaux. Ce matin, c'est l'assemblée plénière. Les 183 élus sont réunis. Parmi eux, Guillaume Guérin. Avant la fusion, il était élu du Limousin, une petite région de 700 000 habitants. Désormais, il est élu d'une super région de plus de 6 millions d'habitants.
Sa rémunération a-t-elle augmenté? Sa réponse n'est pas limpide. Votre indemnité, elle est passée de combien à combien? Je peux pas vous le dire parce que c'est assez compliqué. Parce que moi, maintenant, avec le prélèvement à la source, les choses ont beaucoup bougé. Mais en gros, sur le Limousin, moi, j'étais pas membre de la commission permanente. Donc, pour juger de ça, il faut parler de périmètre à périmètre. Ça, je peux vous le dire tout à l'heure si vous voulez. Je dois pouvoir retrouver ces éléments-là. Mais elle a augmenté, oui. Donc vous avez aussi des frais de déplacement, alors qui certains sont pris en charge, d'autres pas. Donc au final, c'est kiff bourricot. Hein. Donc si vous cumulez tout, je ne suis pas persuadé qu'on soit enrichi, contrairement à ce que certains veulent bien dire. Les élus sont payés au prorata du nombre d'habitants. Plus la région est peuplée, plus leur indemnité peut augmenter. Grâce à la fusion, les élus de l'ex-Limousin sont passés de 1 520 € à 2 661 € bruts par mois, une hausse de 75%. Ceux de l'ex-Poitou-Charentes sont passés de 1 900 à 2 661 €, plus 40%. Pour les élus d'Aix-Aquitaine, rien n'a changé. Aujourd'hui, les conseillers régionaux de la nouvelle région sont tous payés 2 661 € bruts. Ces augmentations sont légales, mais pas obligatoires. Occitanie, Hauts-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Normandie et Grand Est ont choisi de ne pas augmenter leurs élus. Mais alors, quelle mouche a piqué Alain Rousset, le président de Nouvelle-Aquitaine? Ce ténor socialiste exerce le pouvoir au Conseil régional depuis plus de 20 ans. Quand il a décidé d'augmenter l'indemnité des élus, l'opposition est montée au créneau. Vous avez, la représentation nationale a vendu à la nation qu'on faisait les grandes régions, aussi, pas que, mais aussi pour faire des économies. Moi, j'assume clairement, en tant que président de cette institution, que si nous voulons avoir des hommes et des femmes qui ont envie de s'engager, peu importe où, dans l'action publique, il faut qu'ils soient correctement rémunérés. L'année suivante, en 2017, Alain Rousset est allé encore plus loin, en taclant le gouvernement et ses promesses d'économie. Je n'ai jamais dit que la fusion amenait à court terme des économies. La fusion à court terme ne peut pas amener... Eh bien, le ministre a dit une grosse connerie. Augmenter les élus coûte 787 000 € de plus par an à la nouvelle région. C'est ce qu'a révélé la Chambre régionale des comptes en août 2018, dans un rapport critique. Bon, alors, l'objet de votre visite? La fusion des régions. Diable. Selon Alain Rousset, c'est le prix à payer pour le fonctionnement de la démocratie. Une des premières décisions de la première assemblée plénière de Nouvelle-Aquitaine fut d'augmenter les indemnités des élus. D'harmoniser. Selon la Chambre régionale des comptes, là j'ai le rapport sous les yeux, d'augmenter les indemnités des élus coûte à la nouvelle région à peu près 790 000 € en plus par an par rapport à avant la fusion. Je ne me souviens pas du chiffre, mais c'est possible. C'est plus 15%. Ce que je veux dire, c'est que c'est un levier... Ça peut pas être plus 15%, mais... Là, c'est écrit à la page 36 du rapport de la Chambre régionale. Vous devez avoir raison. Ce que je veux dire, c'est que d'autres régions n'ont pas fait ce choix. Je suis partisan, pour qu'on ait les meilleurs en politique, de payer correctement quelqu'un qui abandonne son travail, parfois un ingénieur qui est à 8 10 000 euros et qui va passer à 2 000 € ou à 3 000 €. Sinon, à un moment donné, il ne faudra pas s'étonner que ne viendront en politique que les retraités ou les riches. Est-ce que symboliquement, c'était pas une erreur de communication? Peut-être, peut-être. Mais en même temps, je n'ai jamais été un démagogue. Jamais. Mais qui dit augmentation des élus, dit aussi augmentation des fonctionnaires. Car la région, c'est surtout 7 600 agents. Et eux aussi ont demandé à être mieux payés. Une journée mouvementée au Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine. 500 employés de la collectivité ont manifesté ce matin à Bordeaux. Bah oui, si les élus ont été augmentés, pourquoi pas eux? En décembre 2017, les agents de l'ex-Limousin et de l'ex-Aquitaine envahissent l'hôtel de région. Ils exigent d'être payés autant que leurs collègues de l'ex-Poitou-Charentes. Là-bas, les fonctionnaires étaient rémunérés 30% de plus en moyenne. Alain Rousset a réglé le problème. Il a augmenté tout le monde. Et sur le terrain, les agents sont gagnants.
Par exemple, à Orthez, au lycée agricole. Ce sont les régions qui financent ces établissements. Les personnels de lycée représentent la majorité des fonctionnaires régionaux. Nous rencontrons Gemma. Depuis 10 ans, elle entretient les espaces verts. Avec la fusion, ces indemnités ont été bien égalisées. Elle nous montre ses fiches de paye, avant, après fusion. En décembre 2015, je percevais un salaire de 1 564,4 € avant la fusion. Et aujourd'hui, en décembre 2018, je perçois un salaire net, 1 646,78 €. Et ça fait à peu près 80 € d'augmentation entre le moment de la fusion et aujourd'hui, en sachant qu'en 2020, on percevra encore 100 € par mois, ce qui donnera avant-après 200 € de plus. Contrairement aux élus, son augmentation se fait progressivement. Alors moi, je suis une gagnante au quotidien, puisque je me considère comme chanceuse d'avoir notamment de travailler pour la Nouvelle-Aquitaine et notamment dans ces beaux établissements que nous avons. Mais mieux payer les agents de la région, ce n'est pas anodin. Selon la Chambre régionale des comptes, cette augmentation a déjà coûté à la région plus de 6 millions d'euros. À partir de 2021, elle coûtera 17 millions d'euros par an aux contribuables. La fusion, c'est donc plus de dépenses pour les fonctionnaires. Ces agents, dans certains domaines, étaient très peu payés. Eh bien, on a harmonisé. Voilà. Et on assume. Tout organisme, qu'il soit public ou privé, quand vous fusionnez, sauf à agir comme Trump et à faire un shutdown de l'administration, vous avez des économies qui se font dans le moyen terme. Alain Rousset, un président généreux et satisfait. La fusion a un coût financier. Plus surprenant, elle a aussi un coût humain, notamment pour les fonctionnaires qui travaillent dans les sièges des régions. Ils sont chefs de projet, comptables, chargés des ressources humaines. Pour eux, la réforme a souvent été synonyme de réorganisation. Qui dit fusion des régions, dit fusion des effectifs. Donc d'inévitables doublons à supprimer. Il y a une région où les choses se seraient mal passées, les Hauts-de-France, née du mariage entre Nord-Pas-de-Calais et Picardie. Le soir, à Lille, nous rencontrons Isabelle. Pendant 30 ans, elle était responsable administrative pour l'ex-Nord-Pas-de-Calais. Quand sa région a fusionné avec la Picardie, elle affirme avoir vécu l'enfer. Elle a pris sa retraite anticipée l'année dernière. Je travaille ici au 6e étage. Ça, c'est l'hôtel de région. Voilà, tout à fait. Hôtel de région des Hauts-de-France. Qu'est-ce que ça vous fait de repasser devant ce bâtiment? C'est douloureux. Pardon. C'est toujours... Oui, c'est douloureux. Je me sens pas bien. Je me sens pas bien parce que c'est beaucoup de souffrance et... c'est pas facile. C'est pas facile. Isabelle était consultante. Son métier consistait à aider l'administration dans ses prises de décision. Lors de la fusion, tout l'organigramme a été revu. Et sa direction a disparu. Moi et puis plein d'autres, hein. De toute manière, on a été recasés un peu n'importe comment, au petit bonheur, et voilà. J'étais devenue inutile. C'est plus qu'un mal-être, on n'était plus rien, enfin je veux dire, notre savoir, quand vous avez travaillé et que vous n'avez plus besoin de faire vos preuves, et de fait, on vous met dans un placard, on dit c'est plus la peine, vous ne savez rien faire, bon, t'es bien là, si jamais demain on avait besoin de toi, on te le dit, on n'hésitera pas à t'appeler, et qu'on ne nous appelle pas, ça va bien un moment. À bout, Isabelle a fait une dépression. Elle affirme ne pas avoir été la seule fonctionnaire dans ce cas. À un moment donné, dans ma direction, il y avait plus de la moitié des personnes qui étaient allées voir le médecin du travail. Parfois en groupe de 5 ou 6 pour dire « j'en peux plus de la fusion ». Je pense que ceux qui ont réorganisé la région se sont dit « qu'est-ce qu'on va faire de tout ce monde ?» En février 2017, le syndicat Sud envoie un questionnaire aux 3000 agents du siège de la région. 95 répondent
les témoignages racontent des conditions de travail alarmantes. Je suis démotivée, démoralisée et tendue chaque matin. Ce sentiment d'être des parias. Je suis perdu, largué, isolé et surtout démotivé. On se sent ignoré, voire méprisé. Un sentiment de bazar et de confusion. On fait du boulot à la con. Sentiment d'inutilité, manque de confiance et impression d'être juste des bols. Fort sentiment de mépris de la part des élus. L'impression de n'être que des pions. En janvier 2018, une deuxième enquête est publiée par un cabinet indépendant. Elle révèle que les risques psychosociaux restent élevés et que la fusion serait toujours mal vécue par beaucoup de fonctionnaires. Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, est-il conscient de ce malaise? Nous le rencontrons à Saint-Quentin. Bonjour. Bonjour. Allez, on y va? Il y a un vrai mal-être chez les agents de la région depuis la fusion. Est-ce que vous avez suffisamment accompagné les agents dans cette fusion? Je suis ancien ministre de la Santé. Oui, on doit faire très attention à cela. J'ai des personnes qui sont en charge de la fusion. Ma première vice-présidente est en charge du personnel et de l'administration générale. Moi-même, au mois de février encore, fin février, j'ai reçu pendant plus de 3 heures les différentes organisations syndicales pour voir comment on pouvait améliorer les choses. J'ai moi-même proposé que tous les agents, tous sans exception, c'est-à-dire dans les lycées, puissent aussi être interrogés sur leurs conditions de travail et pour voir comment on devait les accompagner pour la fusion. Mais les agents se plaignent toujours des mêmes problèmes, de la désorganisation totale, des tensions, de la perte de sens, du sentiment d'être placardisé. Je comprends bien l'angle du reportage. C'est ce qui revient tout le temps dans nos échanges avec les agents. Vous inquiétez pas. Je comprends très bien l'angle du reportage. Est-ce que les fusions ont été une bonne chose ou est-ce que ça a été une connerie? C'est une bonne chose. J'en suis intimement persuadé. Est-ce que les agents, ça a modifié leurs habitudes de travail? Évidemment. Évidemment. Est-ce qu'on doit les accompagner? Oui. Est-ce qu'on le fait? Oui ou non? Oui, on le fait. Réorganisation, rémunération des élus et des fonctionnaires, déplacements, bâtiments. Avec tous ces problèmes, la plupart des grandes régions n'ont pas réussi à faire d'économies. Selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, entre 2015 et 2017, les dépenses de fonctionnement sont en hausse dans 6 régions fusionnées. Seule Auvergne-Rhône-Alpes a réussi à les diminuer. Ces dépenses augmentent en partie à cause de la fusion, mais pas seulement. La réforme a confié aux régions de nouvelles compétences. Mais alors pourquoi le secrétaire d'État André Vallini nous a-t-il promis des milliards d'euros d'économies sur le perron de l'Élysée? À l'époque déjà, cette déclaration suscitait le sarcasme de certains journalistes. Bienvenue André Vallini, bonjour. Bonjour. Quelle couleur vous préférez pour le mur? Pour le mur, quel mur? Comment quel mur? Le mur sur lequel votre réforme territoriale va se fracasser. D'abord, elle ne va pas se fracasser. Et des experts disent que, en ricanant, que vous exagérez, que vous survendez la réforme en faisant miroiter des économies exagérées. C'est combien? 5%, ce n'est pas énorme. 5% ferait, de 250 milliards, ça fait 12 milliards. Si on n'est pas capable en France, en 4 ou 5 ans, d'économiser 5% sur 250 milliards d'euros, il faut arrêter de faire de la politique. Lui, il n'a pas arrêté la politique. Après avoir quitté le gouvernement, André Vallini est redevenu sénateur de l'Isère. Au palais du Luxembourg, nous l'avons retrouvé. Bonjour monsieur Vallini. Bonjour. Merci de nous recevoir. Je vous en prie. À gauche, le trône de Napoléon. Il s'asseyait sur ce trône. Nous, on a des fauteuils beaucoup plus modestes aussi. Il maintient que des économies vont bientôt arriver. On est allé dans plusieurs régions qui ont fusionné et tout le monde est unanime. Il n'y aura pas 10 milliards d'euros d'économies. Moi, je maintiens qu'à moyen terme, sur une dizaine d'années, et si on prend l'ensemble des collectivités locales, pas seulement les régions, les départements, les communes, les intercommunalités, on peut arriver à plusieurs milliards d'euros d'économies. Mais il faut en avoir la volonté. Précisément sur la fusion des régions. Ça, je n'en sais rien. Vous ne pouvez pas nous dire combien d'économies ça va générer? Non, c'est fini. Alors là, je ne me risque plus à dire quelques chiffres que ce soit d'économies réalisables ou réalisées. Comment? Vous aviez pris un risque à l'époque? Oui, j'avais pris un risque. Il faut prendre des risques en politique. Hein. L'ancien secrétaire d'État botte en touche. À la fin de l'interview, André Vallini nous fait une confidence à peine croyable. Le chiffre des 10 milliards d'euros aurait été improvisé. Le chiffre des 10 milliards, là, il m'a été indiqué par mon directeur de cabinet, directeur général des collectivités locales à l'époque, Serge Morvan,
qui avait fait un calcul simple, que je peux vous refaire si vous voulez. J'étais en interview avec Le Figaro. Le Figaro m'interroge sur les économies qu'on pouvait attendre à moyen terme de cette réforme. Je me tourne vers Serge Morvan. Il me dit, oh, c'est simple, entre 5 et 10% de 250 milliards, ça fait entre 12 et 25 milliards. J'ai trouvé le chiffre important, mais le calcul m'a séduit. Si on ne peut pas faire... C'est au doigt mouillé quand même. Comment? C'est au doigt mouillé. Oui, c'est au doigt mouillé, bien sûr. Il est prof de maths, hein. Mais bon, là, il l'a fait rapidement. Mais c'est sorti comme ça. Et moi, j'ai dit ça au Figaro. C'était pas un coup prémédité de com, pas du tout. Et pourtant, ça a été répété après. Ah bah oui, parce que le Figaro a titré. Non, mais vous l'avez répété. J'étais obligé d'assumer. Il faut toujours assumer, il ne faut pas essayer de se renier. Mais j'en ai bavé pour assumer ce truc. Hein. Et aujourd'hui, vous regrettez d'avoir annoncé 10 milliards d'euros d'économie? Non, non, puisque ça me vaut de passer à la télévision. Donc Contacté, son directeur de cabinet affirme qu'il n'était pas présent le jour de cette interview, même s'il reconnaît avoir chiffré le montant des économies. Moralité, quand la réforme s'annonce longue et complexe, mieux vaut ne pas donner de chiffres précis.